Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour un direct depuis Périgueux, Coulommiers-Chamiers pour Famille, Justice, Enfance numéro 163 avec Stéphane pour vous. Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille, la justice et l'enfance. Aujourd'hui, nous sommes avec Christina Forest. Christina, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue. Alors, on s'est déjà parlé le 7 mai 2021 pour l'émission 56, qui à l'époque portait un autre nom. C'était au début. Au début, on est débutant. Puis, nous avons renommé l'émission, un nom un peu plus consensuel. À l'époque, nous avions parlé de parentalité positive, de médiation, de thérapie intégrative. Et aujourd'hui, Christina, vous faites de la facilitation relationnelle, adulte-adulte ou adulte-enfant, et du développement personnel, et vous êtes sur Périgueux. Christina Forest, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi ? Disons que ma pratique professionnelle, elle a évolué et pendant longtemps, j'ai été formatrice dans le domaine de la communication relationnelle et j'ai eu l'occasion de me rendre compte combien, en fait, au travers des formations demandées sur le thème de la communication bienveillante, par exemple, il y avait une vraie demande de mieux se comprendre soi-même et les autres. Et petit à petit, donc, j'ai évolué plus vers l'accompagnement personnalisé en cabinet depuis. D'accord, très bien. Je crois que vous allez ouvrir un cabinet très prochainement, près de la rue Biron, près de l'église Saint-Charles, là-bas. Absolument. Absolument, parce que auparavant, vous faisiez cela où ? Alors, pendant les années formation, je faisais ça à la Noailles, donc chez moi à la maison, j'avais aménagé une pièce pour cela, donc bien entendu déclarée, bien sûr. Et puis donc après, en 2021, j'ai rejoint un cabinet dans le quartier Clos-Chassin et au bout de quelques mois, au fait, il s'avérait, au fait, il est arrivé que j'ai eu un héritage. Ah, et voilà. Bonne nouvelle, ça. Voilà, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mais donc c'était une bonne nouvelle quand même. Et donc ça m'a amené ou guidé vers l'idée que je pourrais ouvrir un cabinet moi-même, qui va donc ouvrir ses portes en décembre, et ça va être un espace multipraticien, comme je l'ai connu dans le quartier Clos-Chassin auparavant. D'accord, donc vous allez vous mettre avec plusieurs professionnels dans un centre médico-social en fait. Non, pas vraiment, c'est plutôt dans tout ce qui est soins parallèles, psychologie ou ostéopathie, et c'est pas paramédical en tous les cas. D'accord, très bien. Écoutez, très bien, félicitations, parce que Merci. Je sais qu'à l'époque, vous avez expliqué que vous travailliez aussi avec de l'institutionnel. Vous étiez en communication, enfin vous faisiez des formations avec des employés de divers services, divers groupes. Oui, voilà, donc dans le service enfance de ma commune sur la Noailles, par exemple, où j'ai travaillé aussi à la CAF de Limoges dans l'accompagnement à la parentalité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans le cadre REAP, réseau d'écoute, accompagnement à la parentalité, par exemple. Voilà, donc ce qui me vient spontanément. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, le thème de l'émission va être comment bien gérer l'éducation quand on est parent solo. C'est une problématique, un thème auquel vous êtes confrontés souvent. Les gens viennent vous voir pour... la société française produit des familles monoparentales. Les statistiques sont claires. On a beaucoup de parents isolés avec des enfants. C'est comme ça, c'est devenu sociétal. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir, vous en parlez avec eux ? De plus en plus, au fait. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le cas de la parentalité solo, il y a souvent, quand c'est une séparation non souhaitée ou souhaitée même, ou quand c'est dans le cadre d'un décès, en tous les cas, ce que je veux dire, quand c'est pas non souhaité, la monoparentalité, ça amène beaucoup de doutes dans la relation avec son enfant. C'est-à-dire, on peut facilement se sentir coupable ou bien être également en face de ses propres peurs qu'on doit traverser quand on est séparé d'une façon... On se demande si on est capable de le faire tout seul. Absolument, tout à fait. Alors,
parent solo, il peut y avoir plusieurs raisons, comme vous l'avez évoqué. Ouais. Ça peut être suite à la suite d'une séparation. Ça peut également être à la suite d'un accident de la vie. Il y a des accidents qui se passent. Il y a des gens qui disparaissent, qui tombent malades, un avion qui tombe, des voitures qui ont un accident, ce genre de choses. Donc, on n'est pas sur la problématique avant. On est sur la problématique on est un parent, on élève ses enfants solo, en fait. Et c'est une situation particulière. Parce qu'on l'a vu ici avec beaucoup de praticiens, qui soient comme vous, au contact du public, ou qui soient des théoriciens universitaires et autres. Un enfant, c'est un triptyque, lui est 2 composantes, il lui faut 2 composantes, et lorsqu'on a une qui manque, effectivement, ça devient un cas particulier. Et je suppose qu'il y a des manières de faire lorsqu'on est seul pour éduquer un enfant. Par exemple, vous, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit quand on parle de ça ? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la notion de cadre et de pose de limites malgré tout, quoi qu'il en soit. L'enfant, la mère et le père, ils sont affectés tous les trois par cette situation. Et en même temps, le parent, l'adulte, doit rester le référent pour l'enfant qui a besoin de se construire au travers de la relation avec son parent adulte. Et souvent, ça devient manquant dans cette situation par un sentiment de culpabilité. Genre, l'enfant a déjà eu 2 glaces et il veut une 3e glace. Et voilà, on ne plus s'amène à céder à une 3e glace juste parce qu'on ne veut pas faire de la peine à l'enfant, en plus de déjà de la peine endurée par cette situation de séparation. C'est étonnant, vous arrivez tout de suite sur les problématiques de cadre et d'autorité. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes confronté à un public majoritairement féminin ? Pas que. Pas que. Non. D'accord. Un homme qui devient un papa seul, oui. il va aussi avoir ce problème de fixer un cadre. C'est pas uniquement, on n'est pas dans les espèces de préjugés qu'on pourrait avoir éventuellement. Là. Non, pour moi, ça devient un cadre plus comment dire, qui manquerait un peu de souplesse. Voilà. Un peu plus rigide. Ah, vous voulez dire que par contre, l'homme va avoir tendance à aller vers l'ultra-rigidité ? Oui, voilà, c'est ça, l'ultra-rigidité. Et la femme vers beaucoup plus de remise en question, de doute. Et le doute... Plus d'émotionnel, peut-être. Plus l'émotion... Oui, plus de doute. Je choisis le mot doute. D'accord. Et l'enfant n'aime pas ça du tout. L'enfant n'aime pas le doute. L'enfant aime... L'enfant teste en permanence. Il teste et surtout, il a besoin de messages clairs. Oui. Dans ce de signaux compréhensibles auxquels il peut s'identifier, se reconnaître. Voilà. Et donc, c'est des signes qui doivent d'abord être investis par le parent lui-même, compris par le parent lui-même que c'est normal quand on lui dise au bout de 2 glaces, non, maintenant, ça suffit, tu en as déjà eu 2. Tout à fait. Et moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que si jamais il dit pourquoi et qu'il teste, eh ben, on lui explique en faisant référence à quelque chose de plus que soi-même. Et donc, il a la 2e composante qui arrive. Par exemple, oui, tu ne peux pas avoir plus de 2 glaces parce que les spécialistes disent que trop de sucre, c'est pas bon. Voilà, donc c'est pas moi qui parle, je fais référence à une expertise et donc ce n'est pas que ma parole qui compte. Je reconstitue le triptyque en fait de manière artificielle. C'est-à-dire une référence est amenée par l'extérieur dans ce cas-là. Mais il faut qu'elle soit compétente, respectable et elle vient appuyer notre propre parole. Oui, voilà, d'accord. Qui n'est plus isolée. Oui, quelque chose un peu de neutre dans cette référence extérieure qui ne juge pas entre bien et mal et raison et tort, mais juste c'est ainsi parce que donc il y a une référence qui dit que. Voilà. D'accord, très bien. Souvent, moi, ce que je travaille avec les parents, c'est leur ressenti corporel, c'est-à-dire leur ressenti personnel. C'est-à-dire que quand on se sent en accord avec l'enfant, on va dire dans quelque chose, on va dire le mot agréable, dans quelque chose de fluidité, agréable à vivre avec l'enfant et face à l'enfant. Et dès qu'on sent qu'il y a une limite à poser, on le sent d'abord de quelle façon ? On le sent de façon corporelle, d'accord ? C'est un peu comme si c'était un indicateur corporel, une réaction corporelle. Et moi, je dis toujours, je travaille avec les parents en atelier, par exemple, soyez attentifs à ça, parce qu'à l'intérieur de cette information corporelle, il y a l'indication que le non va être au service ou bien de l'enfant, ou bien au service de la maman ou du papa. Est-ce que je suis assez claire dans ce que je dis ? Je peux donner un exemple. Oui, allez-y, donnez un exemple. Voilà, donc tout bête, dans l'exemple de la glace, on sait par expérience au fait qu'une 3e glace,
pas toujours, il y a des enfants, ils sont capables de manger 5 glaces, mais j'ai eu l'expérience le week-end passé avec mon petit-fils de 3 ans qui voulait absolument manger 3 gâteaux. Donc, sa maman, elle a laissé faire. Et résultat des courses, au fait, c'est que il ne s'est pas senti bien après. Donc, moi, j'ai su, nous, on a su par avance que ça allait arriver ça. Donc, si on perçoit qu'à chaque fois, on dit un non, que c'est dans l'intention de quelque chose de positif, au fait, pour l'enfant, le non est plus facilement accepté par le parent lui-même et plus facilement aussi communicable à l'enfant. C'est un non d'autorité, mais c'est un non dans son intérêt. C'est ça. C'est étonnant ce que vous m'avez dit, parce que moi j'avais un ami qui était pâtissier et il prenait parfois des stagiaires, des jeunes de l'école et tout. Il m'avait dit, vous savez, les 2 premiers jours, je leur dis, vas-y, mange tout ce que tu veux. Puis une fois qu'ils ont été bien malades, on discute. Voilà. Ouais, et après, c'est fini, j'ai plus de problème. Ouais. Ça rejoint un petit peu. Ouais. Voilà. Et puis, pour l'émission, bien sûr, on va prendre des situations simples qui tournent autour d'une glace ou manger trop de gâteaux. Après, ça peut aussi bien être autour d'une situation où frères et sœurs se disputent d'une façon assez violemment. Et là aussi, si on ressent qu'il est important d'intervenir, là aussi, on a ressenti corporellement auparavant pourquoi est-ce qu'on intervient je cale, j'ai pas d'idée là, Stéphane. Mais disons qu'au départ, on était sur la récompense. Ouais. Et là, maintenant, on est sur la sociabilisation et le cadre. Voilà, c'est ça. Pour inviter les enfants à trouver une solution ensemble, par exemple. Tout à fait. Pour développer... Alors, le plus difficile à faire, parce qu'on n'a qu'à voir les enfants entre eux dans les écoles, les enfants peuvent être très cruels entre eux, c'est d'arriver à faire sortir l'empathie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te ferait à toi, par exemple, quand tu fais ça aux autres? Et généralement, tout de suite, les comportements s'adaptent et c'est un travail relationnel à faire. Peut-être qu'être parent solo nous oblige à la fois à être plus proche de nos enfants, mais en même temps, il faut savoir garder une distance que parfois on a plus de mal à prendre. Peut-être cette espèce de double ambivalence. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par distance, alors dites-moi? Eh bien, on a un éducant, on n'est pas forcément l'ami. On éduque. Moi, je suis devenu ami avec mes parents plus tard, quand j'étais déjà accompli. On est passé d'une relation verticale à une relation horizontale, si je peux m'exprimer. C'était plus eux qui m'éduquaient. On est devenu, avec mon père, je suis devenu pote avant qu'il meure, par exemple. Ou mon deuxième papa, on est devenus amis. Alors que quand j'étais petit, il m'éduquait. Voire, il m'enseignait des choses. Donc la relation s'est transformée. Donc il y a une distance à prendre. On n'est pas non plus l'égal, on n'est pas non plus le copain d'école. Et comme on vit seul avec cet enfant, parfois, on a tendance peut-être à fusionner, ce qui est dangereux pour l'enfant. Oui, c'est ça, exactement. À la fin, finalement, donc, qu'est-ce que ça apporte de fusionner? Ça amène quelque chose qui peut être rassurant pour la maman, en se disant, mon enfant et moi, on ne fait qu'un, et en même temps, elle faille à sa mission, c'est-à-dire d'accompagner l'enfant vers la vie. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi c'est important de garder cette notion de guide pour l'enfant? C'est tout simplement, je suis parent à 16 ans, je suis parent à 36 ans, j'ai fait l'expérience de la vie pendant 16 ans avant mon enfant, ou 36 ans. Vous parlez de vous, là? Non, d'une manière générale. D'une manière générale, d'accord. Oui, vraiment de rester dans cette optique. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de la vie, donc c'est à moi d'accompagner ou guider l'enfant. Et c'est pas à mon enfant, en fait, de m'expliquer comment la vie, elle marche, ou encore moins fusionner avec ma maman. Une relation fusionnelle, ça motive de placement par les services sociaux. C'est dangereux pour l'enfant. Oui. En plus, Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi une relation fusionnelle est dangereuse pour les enfants? Il ne sait plus qui il est, en fait. C'est-à-dire que fusionner, ça veut dire quoi, finalement? Je suis qui par rapport à ma maman? Je ne peux pas jouer tranquillement dans ma chambre au Lego parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le foyer familial. Vous comprenez ce que je veux dire? Développer. Moi, je suis enfant. Admettons, j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai besoin de pouvoir me concentrer sur mes Legos en toute tranquillité, en toute sécurité.
Si moi, je sens une vibration non claire dans la relation avec ma maman, je ne vais pas pouvoir juste être avec moi-même et être appelée par ma maman quand c'est l'heure de manger parce que c'est l'heure de manger. C'est qu'il y a une sorte d'interférence dans la maison qui va, moi, me mettre dans l'insécurité parce qu'une part de moi enfant sait forcément que le fusionnel avec ma maman, c'est quelque chose de pas juste ou pas adapté. Le fusionnel, les spécialistes disent, c'est qu'en fait, très souvent, l'adulte interprète l'enfant comme étant une extension de lui-même. Et donc, l'enfant n'a plus de désir propre, n'a plus de volonté propre. Et en fait, c'est ce que veut l'adulte, que veut l'enfant. Donc, l'enfant a du mal à accéder à l'autonomie. Vous prenez l'exemple d'un enfant qui joue. On m'a expliqué régulièrement il est impératif de laisser l'enfant jouer seul pour développer son imaginaire. Au moins, pas tout le temps, mais un certain temps, journalièrement, où il développe son imaginaire, il joue. Et en faisant ça, il construit justement l'environnement dans lequel il va se développer. Mais il le fait pour lui. Il le fait pas parce qu'il pense que c'est son parent qui veut. C'est ça. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est cette notion de que moi, je peux être avec moi en toute tranquillité. Et ce que la vie de ma maman, ça m'appartient pas. Je construis mon indépendance indépendamment d'elle. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et surtout en toute tranquillité, en toute... Okay. Oui, dans un environnement rassurant en fait pour l'enfant. Ceci dit, Stéphane, on se dit ça comme ça, c'est très facile à dire. Ah mais oui, tout à fait. On est en train de parler, il y a qu'un faucon là. Hein, ouais, c'est ça. Voilà. C'est tellement complexe, c'est une situation de séparation, par exemple, quand... même si elle évolue... En séparation, on n'est pas tout le temps famille solo, on n'est pas tout le temps seul parce qu'il y a un autre qui intervient. Donc c'est une problématique encore un petit peu différente. Il y a un autre qui est semi-absent. Oui, semi-absent, mais absolument tout à fait. Il est absent sans être vraiment, comment dire... c'est bien, j'aime bien ce que vous dites parce que exactement, ça veut dire que la personne absente, elle est tout le temps, quoi qu'il en soit, quelque part présente. Hein. Oui. Et moi, ce que je trouve très difficile, au fait, dans les séparations qui se passaient pas bien, c'est cette notion de, par exemple, l'enfant va chez le papa pendant une semaine, il revient et puis maman, moi j'ai pu chez papa, c'est beaucoup mieux. J'ai pu regarder la télé tant que je veux, mais moi, j'en fais quoi en tant que maman? Moi, comment je garde le cap éducatif dans ma maison? Donc, c'est difficile pour la maman de dire « Ok, j'entends bien ». Et en même temps, chez moi, chez nous, les règles sont différentes. Il faut... Oui, et puis un enfant, il teste en permanence. Déjà, dans un couple normal, il les met en compétition les uns avec les autres dans son avantage. C'est pas parce qu'il vous dit un truc que c'est vrai. Déjà, il faut bien prendre ça en considération. Exactement, ouais. En tous les cas, donc, si moi je vous ai appelé pour intervenir à votre antenne, c'était vraiment dans l'idée, c'est pour dire aux parents, faites-vous confiance, c'est-à-dire gardez cette ligne de vous pouvez dire non à votre enfant. Pourquoi? Parce que ça vous semble juste, ça vous semble cohérent et souvent on ne se sent pas légitime. Les parents ne se sentent pas légitimes de dire non à leurs enfants parce que justement il y a cette notion une sorte de, comment je pourrais dire ça, une vibration, enfin quelque chose qui perturbe au fait la simplicité de la vie de tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on sort du parent solo là, mais est-ce qu'il y a des parents qui viennent vous voir qui sont en résidence alternée? Non, je n'ai pas encore eu ce cas-là. Il n'y en a pas forcément suffisamment. On est à 12 ou 13% et c'est un chiffre qui est en baisse, malheureusement. Alors que toutes les études universitaires disent que c'est la meilleure solution pour l'enfant. Mais on va revenir sur le parent solo. On est un parent solo. Vous avez des hommes qui viennent vous voir? Non, j'ai quand même, j'ai plus de mamans quand même, ouais, il faut le dire. Sociétalement, c'est majoritairement les mamans qui sont monoparentales, mais par les faits de la vie en elle-même, il y a aussi un pourcentage d'hommes qui doivent éduquer ces enfants. Bon, ils y arrivent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vous n'en avez pas encore eu en clientèle? Non, pas en clientèle. D'accord. J'ai surtout des mamans. Et ce que je constate aussi, c'est déjà avec l'idée de la parentalité positive, déjà ça c'est vraiment quelque chose où la relation adulte
enfant, c'est beaucoup transformé dans le sens on veut tellement être positif pour l'enfant, ce qui est super parce que c'est quelque chose de noble d'amener son enfant vers la confiance en soi, et l'envol du nid, oui, c'est peut-être la plus belle noble et plus belle tâche de notre vie, bien sûr. Oui, en même temps, voilà, le parent est tellement investi par cette idée de vouloir être positif avec l'enfant, c'est que là encore, je le redis, il n'ose pas mettre des limites parce que pour le parent qui veut être toujours bienveillant et positif avec l'enfant, c'est inconcevable d'être lui-même le générateur de la frustration vécue de l'enfant. Alors, on va expliquer un peu là. Oui, je vois, vous me regardez. Parce que en même temps, je pense à beaucoup de choses qui me viennent. Je ne vais pas toutes les dire en même temps, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'éducation positive pour rappeler aux gens de manière synthétique, là, quand on appelle parentalité positive, éducation positive, qu'est-ce que c'est? Alors, au fait, c'est un terme qui a été employé la première fois en 2006 lors d'une conférence ministérielle européenne des affaires familiales pour... pendant très, très, très longtemps, la famille était livrée à elle-même. Et un jour, on a commencé à dire qu'en fait, l'enfant commence vraiment à se construire au sein de la famille. Voilà, l'Union européenne s'est dit, on va rentrer dans les familles. Bien, je vois après le schéma. C'est ça, mais c'est ça, exactement. Oui, en plus, ils ont dit ça comme ça. Donc, ils ont dit, on va soutenir la famille, on va soutenir les parents dans leur tâche d'être parents. On va les aider, on va les accompagner. Voilà, d'où aussi la notion de l'accompagnement à la parentalité depuis. Et il fallait trouver un terme, donc ils ont choisi à ce moment-là le terme parentalité positive parce que c'est quelque chose de positif d'être parent. On est tous d'accord là-dessus. Sauf que le fait que maintenant le parent en fait peut choisir quand c'est qu'il peut avoir un enfant, c'est plus comme dans le temps où on fut conçu sur l'arrière d'une Diane, par exemple. Donc à ce moment-là, l'éducation. Bon, ça se passe encore, hein, mais bon, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde absolument pas. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est maintenant, c'est qu'en fait, on peut choisir d'avoir un enfant. Et à partir du moment où on en fait le choix, c'est quelque chose qu'on a envie de réussir. Voilà. Et là, il y a vraiment trop, le parent, il se met trop la pression. Il a vraiment envie que ça marche bien. Il a envie de comprendre son enfant. Il a envie de comprendre son enfant et d'être vraiment presque la personne qui réussit à ce qu'il soit bien dans la vie, mais c'est quelque part de se mettre, de se tirer une balle dans le pied parce que on peut presque... Être trop présent, c'est pas bon. Être trop présent, c'est pas bon, et à trop vouloir, à trop investir, c'est pas bon non plus parce qu'on peut perdre de sa congruence, tout simplement, de sa cohérence avec soi-même quand ce non. Je sais pas pourquoi, mais je reviens toujours. Quand j'étais petit, moi j'entendais régulièrement autour de moi, l'aîné, on fait ses armes dessus, c'est pas forcément celui qui est le plus réussi. Et bizarrement, dans les familles, très souvent, c'est le petit dernier qui réussit le mieux parce que lui, on l'a laissé tranquille, beaucoup plus que les autres. Et c'est souvent lui qui s'en sort le mieux d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, après, chaque rôle, chaque place, pardon, allez-y, oui. Non, est-ce que cette intrusion de l'Europe, là, des idéologues, des politiciens dans la famille qui nous disent aujourd'hui qu'il ne faut pas faire de réflexion négative aux enfants, qu'il ne faut pas les corriger, qu'il ne faut pas donc justement... la claque est interdite, le coup de ceinture aussi, mais ça fort heureusement, mais je veux dire, c'est pour montrer quand même les deux. Ils ont quand même réussi à écrire que envoyer un enfant dans sa chambre, ça pouvait être traumatisant, qu'il ne fallait pas le faire. Est-ce que toutes ces directives qui nous viennent d'en haut, là, dans notre intrusion, là, est-ce que quelque part, ça n'a pas affaibli la posture de l'éducateur, du parent? Oui, je pense. Vous pensez? Oui, je pense qu'effectivement, la pression sociale auquel viennent de ce moment-là ou de ce développement-là, au fait, ça fait beaucoup maintenant qu'effectivement, non seulement on se met soi-même beaucoup de pression, mais aussi la pression vient d'extérieur. Regarde, ne serait-ce qu'une chose, Françoise Dolto, à l'époque, François Dolto, il y avait combien de livres sur l'éducation? Moi, je ne vois pas. Moi, l'autre jour, je suis allée à
on va pas dire dans quel magasin. Dans une librairie. Oui, voilà, mais des rangées et des rangées de comment éduquer son enfant, comment être bienveillant avec lui, comment... Il y en avait aussi une quarantaine d'années, il y en avait quelques-uns. Peut-être pas des rayons complets, mais il y avait certaines choses. Mais qui ont beaucoup évolué avec le temps. Ça, je crois que les livres d'éducation d'il y a 40 ou 50 ans ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Oui, c'est évident. C'est évident. Sauf qu'à un moment donné, le parent, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc, moi, je dis, on revient à quelque chose de cohérent et de simple. Quand moi, je ressens... comme moi, je ressens que là, c'est juste pour moi, donc je peux aller dans le sens de l'enfant, et quand je sens que c'est pas juste et que c'est pas adapté à l'attitude de l'enfant, que je lui dise, et je lui dis d'une façon adaptée et entendable aussi pour l'enfant. Hein. C'est vraiment important, parce que moi, je le constate en tant que conseillère en communication. Souvent, il y a un manque de mise en rapport avec l'enfant, c'est-à-dire vraiment qu'on veille à ce que l'enfant soit attentif, qu'il nous regarde. Par exemple, on peut le toucher, on peut lui dire « écoute-moi, regarde-moi », jusqu'à ce que vraiment on sent que clac, il y a une connexion de présence de l'enfant, où le message qu'on voudrait dire à l'enfant soit aussi entendu de l'autre côté. C'est fou qu'il faille insister comme ça. Moi, quand j'étais petit, on apprenait à regarder son interlocuteur. C'est une forme de respect. On n'est pas à côté non plus. Est-ce que vous avez l'impression que les parents d'aujourd'hui viennent vous voir parce que peut-être ils ne peuvent pas, enfin, ils ont l'impression que reproduire la façon dont ils ont été éduqués, eux, n'est plus de ce temps? Ça fait interférence, bien sûr. À la fois, donc, les parents, déjà, ils cherchent l'éducation idéale, sans vraiment aussi, l'éducation reçue, forcément, est toujours présente. Des fois, on part dans les mécanismes qu'on a connus aussi pendant qu'on était enfant. Mais les signaux qui nous viennent par la télévision, la radio, l'école, les canaux de sensibilisation font que la façon de faire... on ne peut pas faire comme il y a 30 ou 40 ans, c'est impossible. Non. De toute façon, l'évolution fait qu'il y a toujours un changement des choses, et on va vers autre chose, oui, bien sûr. Allons-nous vers une nouvelle néoparentalité, Christina Forrest? Qu'est-ce que vous entendez par... nouvelle forme de parentalité. Mais absolument. Parce que l'évolution va vers l'avant, on va toujours vers là-bas, si on peut dire ainsi. C'est juste, je l'aurais dit sûrement pour la 5e fois, revenons à quelque chose qui amène du bon sens dans l'éducation. C'est-à-dire que moi, je fais partie intégrante en tant qu'adulte de la relation avec mon enfant. J'arrête de me prendre la tête en disant comment je dois faire les choses ou comment je ne dois pas faire les choses. Je reviens à l'écoute de moi-même, de mes perceptions, beaucoup de mes perceptions corporelles, parce que c'est des indicateurs infaillibles de ce qui me semble être juste pour l'enfant. Vous avez été formé en PNL, vous avez une pratique instinctive de la chose, donc effectivement, réaction corporelle, réaction intellectuelle, les deux sont liées, on passe de l'un à l'autre en lecture-écriture, et vous le voyez aussi dans le travail avec les enfants. Oui, et puis aussi en communication non violente, donc j'ai été formée à ça pendant 3 ans, et ça c'est intéressant aussi de cette approche, parce que qui dit communication non violente, c'est vraiment recherche de lien avec l'interlocuteur, que ça soit son enfant de 3 ans ou que ça soit son employeur enfin voilà quoi. Mettre des règles, mais de façon non violente. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Comment est-ce qu'on vous trouve, Christina Forrest? Dites-nous. Alors donc, sur mon site espacerelation.com. Tout au singulier. Voilà. D'accord. Attaché au singulier. Oui, vous avez un LinkedIn, une Facebook, des réseaux sociaux un petit peu? Facebook, j'ai arrêté pendant quelques temps parce que j'ai pas pu suivre, parce que j'étais vraiment très, très, très occupée avec plus sur les travaux. Voilà, plus sur le terrain. Et puis, et aussi, donc, je peux faire une petite annonce vite fait? Oui, vous avez moins 10 secondes. Dites-nous. 10 secondes. Donc, un atelier le 3 décembre, l'après-midi, sur le thème parentalité positive, oui, mais. Très bien. Merci, Christina Forrest. Merci Stéphane. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.
Famille, justice, enfance.